Bonjour à tous les lecteurs de mes livres, du blog Mes Investissements, aux abonnés à cette chaîne YouTube et à ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série récurrente Investisseurs de légende en bourse et on va s'intéresser à Jim Rogers, qui est un investisseur d'ailleurs relativement atypique par certains aspects. Alors Jim Rogers, c'est quelqu'un qui a très tôt été regarder des investissements à l'étranger dans sa carrière. Il aimait miser sur des pays vraiment non attractifs, pas populaires, et il arrivait à avoir un peu des prix d'aubaine parce qu'il aimait être, entre guillemets, le premier et le seul acheteur du moment dans ces pays-là. Les 4 conditions qu'il érigeait pour se dire c'est un bon pays maintenant pour investir, c'est qu'il devait maintenant faire beaucoup mieux que les années précédentes. Il devait faire mieux que c'était réalisé par la masse des gens. Sa devise devait être convertible et il devait y avoir de la liquidité pour l'investisseur de façon à ce qu'il puisse toujours se retirer s'il s'apercevait en cours de route qu'il faisait fausse route. Il a ainsi investi au Portugal en 1974, en Autriche en 1985, quand il y avait très peu d'investisseurs étrangers dans ces pays-là. Et à ces moments-là, il a acheté toutes les actions des indices de ces pays-là. Alors c'est un investisseur qui sait aussi être short. Il a fait sur la Norvège, la Suède en 1985-1986. Il disait c'est beaucoup de fun et de plaisir de trouver un pays dont personne ne connaît rien. La seule chose qui est meilleure, c'est de trouver un pays où tout le monde est bullish dessus et de le shorter. Alors, il ne veut pas uniquement que cela soit pas cher, quand dans beaucoup de circonstances c'est à bonne raison. Il veut aussi voir les raisons pour lesquelles cela peut et devrait changer. Et son sens du risque-opportunité sur tel pays est acquis par ses voyages où il se rend en personne. Il regarde un peu si la demande d'actions va augmenter. Il fait un peu une loi d'offre-demande sur le marché action dans son analyse. Il est caractérisé par son indépendance de pensée, puisqu'il a déclaré un jour que suivre la recherche de Wall Street, c'était le meilleur moyen de faire banqueroute. Et son succès est venu de sa capacité à voir venir de très larges changements, des changements un peu séculaires, des changements généraux et non pas des changements cycliques. En gros, plutôt que de focaliser sur ce qui va se passer le prochain trimestre et les résultats du prochain trimestre, il cherche à comprendre comment des facteurs sociaux, économiques et politiques vont affecter le destin d'une industrie ou d'un groupe d'actions pour un certain temps. En gros, il a, contrairement à beaucoup, une approche qui est plutôt top-down et non pas bottom-up. Toutefois, Jim Rogers ne se définit pas non plus comme un contrarian. À ce sujet, il a par exemple expliqué qu'un contrarien aurait acheté le secteur de l'acier américain chaque année depuis 1959 et qu'il aurait systématiquement perdu de l'argent. Et sa citation vraiment qui explique ça, c'est quand il dit « Vous avez tout autant à être juste qu'à être différent ». Bon, c'était un gros travailleur et sur son marché domestique, il adoptait un peu l'approche qu'il avait sur les pays, mais cette fois sur les secteurs d'activité et les industries. En gros, il misait sur des industries entières en essayant d'anticiper un changement séculaire et en ignorant les fluctuations un peu plus court terme de business. Alors, Rogers, justement, sur ces un peu changements séculaires sur une industrie tout entière, il recherchait 4 types de changements. Le premier, c'était un peu le désastre. Quand il y avait 2-3 industries qui étaient proches de la faillite, il disait qu'on pouvait être proche d'un rebond si elle avait un catalyseur pour changer les fondamentaux. Par exemple, un changement de régulation, le gouvernement qui allait venir soutenir, un peu comme on voit dans l'automobile quand les constructeurs sont vraiment en difficulté, on a des primes à la casse, des machins comme ça, etc. Voilà, c'était un peu un de ces 4 critères. Le deuxième, ça, c'est quand il shortait, c'était le changement pour le pire. Quand en gros, une industrie était si populaire que les actions étaient à plus de 80% aux mains des institutionnels, il disait que voilà, les actions étaient surévaluées, c'était le moment, le momentum pour le changement de cycle et il shortait. La troisième façon dont il misait sur une industrie entière, c'est quand il voyait un changement de tendance.
l'apparition des motos, le développement des hôpitaux, le souci croissant du traitement des déchets, un peu tout ça. Et le quatrième, c'était quand le gouvernement se décidait à... Par exemple, le gouvernement américain s'est aperçu pendant la guerre Égypte-Israël de 1973 qu'ils étaient très en retard sur les systèmes d'électronique embarqués et ils ont mis le paquet pour rattraper leur retard dessus. Alors, une de ces phrases récurrentes, qui est un peu son truc d'investissement, c'est il dit le secret pour être riche, c'est d'arriver à sizer correctement l'offre et la demande. Ni les communistes, ni Washington, ni personne d'autre a réussi à aller contre cette loi. Et donc ça, c'est vraiment une de ses idées les plus importantes. Il a appliqué au pétrole, par exemple, avec les compagnies de forage, etc. D'ailleurs, sur les commodities, il a été dans sa carrière aussi bien long que short, considérant toujours son principe d'offre et de demande qu'il essayait de sizer. Il disait d'ailleurs, quand vous voyez plusieurs compagnies majeures perdre de l'argent et réduire leur capex, eh bien, c'est temps d'anticiper un rebond de l'industrie tout entière. Alors, étonnamment, il a déclaré qu'une des règles qu'il avait priced en anglais dans ses années d'investisseur, c'était de toujours parier contre les banques centrales. Il dit que si les banques centrales essaient de maintenir un niveau artificiel, haut ou bas, que ce soit dans une monnaie, dans un métal, dans un céréal, dans n'importe quoi, la plupart du temps avec des prix absurdes, l'investisseur intelligent doit aller dans l'autre sens. Ça prendra peut-être beaucoup de temps, mais à la fin, vous serez gagnant. Alors bon, si on regarde la décennie 2010-2020, ça aurait peut-être été assez difficile d'aller contre les banques centrales, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'il avait déclaré. Alors pour lui, dans ses investissements à l'étranger, les pays émergents qui sont à même de prospérer, c'est ceux qui embrassent les idées qui ont fait des USA un grand pays, c'est-à-dire des marchés libres et des économies qui sont non programmées, non planifiées. Alors j'ai retrouvé la liste qui donnait en 1997 des pays pour le 21e siècle. Alors il citait l'Irlande, le Danemark, le Portugal, le Botswana, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Canada, le Pérou, la Corée du Sud, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Mozambique et l'Érythrée. Et il n'avait pas été fan de ce qu'il avait vu en Europe. Début 2000, il avait déclaré que les commodities étaient prêts à un marché bullish majeur et que par contre les indices d'actions, il valait mieux les shorter. Bon, sur ça, il avait été assez perspicace, en tout cas en 2000. Il avait déclaré également en 2000 qu'il voyait la Chine comme le pays du 21e siècle et qu'il était plutôt positif sur l'Inde car c'était la plus grande classe moyenne du monde et qui avait une éducation dans cette classe moyenne et qui avait un cadre légal plutôt correct pour l'investisseur. Effectivement, le respect du droit de propriété de l'actionnaire est peut-être moins discutable en Inde qu'il ne l'est en Chine. Donc voilà un peu sur la vie de Jim Rogers pour cette autre vidéo Investisseurs de légende. Vous me mettez toujours en commentaire si vous voulez que je continue cette série récurrente Investisseurs de légende en bourse ou si vous préférez du plus concret, tactico-tactique sur votre portefeuille, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez comme vidéo.